Ok, on est parti pour ce live des BizDev Buddy avec notre CEO que j'ai invité aujourd'hui, Charles Passereau. Comment ça va, Charles? Eh ben, écoute, super, et toi? Bah ouais, ça va super. Merci de nous consacrer un peu de ton temps là pour ce live LinkedIn. En plus, ça va passer vite et surtout que, tu sais, j'invite dans ce live uniquement des managers qui sont indisponibles. À part BizDev Buddy, les gens qui vont nous regarder sur LinkedIn, ils n'ont pas accès à toi pour prendre ces stratégies-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je te remercie de nous donner ces techniques-là. Parce que j'aurais pu t'appeler en off, tu m'aurais répondu pour se donner ces conseils. Mais je me suis dit, je préfère les faire partager hein, à nos chers amis sur LinkedIn, quoi. Eh ben, écoute, tu as bien raison. Si je peux apporter quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est parfait. Bah ouais, super. N'hésitez pas à nous mettre un petit mot dans les commentaires qu'on voit que le live fonctionne bien et que vous êtes avec nous. Je vais présenter Charles en quelques lignes. On va attendre quelques minutes et puis après, on va démarrer cette présentation avec les conseils pour passer de 0 à 170 commerciaux. Bah, je vais présenter Charles. Donc, en fait, Charles, en quelques lignes, déjà, c'est un grand maître de la vente. À quel âge tu as commencé en tant que vendeur, même Charles, toi? Tu avais commencé en tant que commercial, ta carrière professionnelle, là? J'ai commencé en tant que commercial quand j'avais une vingtaine d'années. J'étais assez jeune, j'étais en école de commerce. Et c'est là que j'ai découvert la vente et j'ai adoré ça. Bah ouais, et il a tellement aimé ça qu'il avait monté monavocat.fr à l'époque, qui s'est ensuite appelé Justifid, qu'il a revendu 8 millions d'euros, je crois, à Viva Street, hein. C'est ça. Tu l'avais monté jusqu'à une soixantaine de collaborateurs, tellement excité par cette première aventure que tu as mis les bouchées pas à double, pas triple, mais fois 10 pour monter une boîte qui s'appelait Willing, que tu as monté de 0 à 170 collaborateurs. Et pour ceux qui nous regardent dans le live, moi j'étais ton fournisseur à l'époque, tu te souviens? Tu avais un bureau de 10 mètres carrés là. Tes tout Bien sûr. premiers BizDev, c'est moi qui te les avais amenés. Et en fait, toutes les semaines, tes bureaux, ils étaient bourrés à craquer. Tu déménageais tous les 2 mois et je l'ai vu de mes yeux. Quand je vous fais cette accroche de post LinkedIn de 0 à 170, c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux de mois en mois. Et je peux vous dire que c'est hyper impressionnant quand on voit des équipes exploser là en termes de densité tous les trimestres. Donc c'est un peu ça qu'on va parler. Est-ce que tu peux nous pitcher avant qu'on rentre dans le vif, Charles, ta nouvelle boîte, ton nouveau projet Everson là, qui sort de l'ombre? Tu le travaillais en bac, mais je crois que c'est un peu en ce moment quand même que tu le sors de l'ombre. Tu peux nous en parler un peu plus? Avec plaisir. En fait, j'ai toujours voulu avoir une boîte à impact et j'ai regardé un business qui est le photovoltaïque. Et en fait, quand on regarde ce business-là, le taux d'équipement des Français est ultra faible, alors qu'on a des prix d'électricité qui flambent. Et donc, ça devient hyper intéressant d'installer des panneaux solaires pour le pouvoir d'achat et évidemment pour la planète, parce que c'est une super solution qui permet de produire une énergie décarbonée. Et en fait, mon expérience, j'ai toujours fait des SaaS-based marketplace, donc des business models d'abonnement, et je me suis dit, bah, pour permettre aux Français de s'équiper, la mission d'Everson, c'est de permettre à tous de consommer cette énergie décarbonée, locale et bon marché. J'ai appliqué le business model d'abonnement. Donc, on est la première société en Europe à proposer des systèmes photovoltaïques par abonnement. C'est aussi simple que de souscrire un forfait téléphonique, pas de crédit, on n'abîme pas la capacité d'emprunt de nos clients et on s'occupe de toutes les démarches administratives, etc. De ça, on développe évidemment. J'ai un background plutôt tech. Euh, la tech, c'est un energy manager. Donc ça, si tu veux, c'est la colonne vertébrale de l'énergie dans le foyer. Ça va permettre de connecter tous les appareils, les panneaux, la batterie, le chargeur de voiture et de répartir de manière intelligente l'énergie pour maximiser les économies de nos clients. Voilà, parce que comme tu l'as dit, Tu c'est peux tout nouveau. Hein. nous donner quelques chiffres commerciaux? Il a Ouais, commencé ouais, quand le lancement commercial? Tu veux nous donner quelques chiffres, ouais? ouais, avec plaisir. On a commencé en octobre et là, bon, on a une croissance qui est absolument hallucinante. On a fait 400 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois et je pense qu'on aura dépassé le million, je dirais, en mars. Donc ça part super fort et tu sais que j'aime ça quand ça va vite. D'ailleurs, tiens, à la fin du live, Charles nous présente ses actualités qui sont très chaudes. Je vous garde encore le secret, on en parlera à la fin du live. Il y a de l'actu chaude. Et puis, bah, je te propose qu'on commence, Charles. Salut Igor qui nous a rejoint dans les commentaires. Bon, alors, c'est quoi les étapes clés pour passer de 0 à 170? Parce que tu as eu des victoires, mais sûrement aussi des difficultés dedans. Tu peux nous en dire plus? Ouais, bah, effectivement, cette dernière société là où on est en hyper croissance, on a dû vraiment apprendre à scaler des équipes de sales. Et quand tu scales des équipes de sales, tu dois te mettre à suivre des KPIs que tu suivais pas avant, parce que sinon tes coûts explosent en fait. Le recrutement, ça coûte extrêmement cher.
Le ramp-up des sales, pendant qu'ils sont un sales qui ne vend pas, qui est en training, c'est juste une charge. Donc, tu dois faire en sorte vraiment d'optimiser chacune des étapes de l'onboarding des sales pour avoir des coûts cohérents et pouvoir scaler la boîte sans avoir besoin de 100 millions d'euros, quoi. Donc, c'est le travail qu'on a fait. On a appris, on a beaucoup itéré. Donc, je vous ai fait une petite presse pour essayer de vous faire profiter des learnings qu'on a eus. Et si d'ailleurs des personnes ont des choses à spécifier ou ajouter, parce que voilà, nous, on était sur un cycle de vente qui était très court, avec du SDR et du closer, donc c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de vous montrer comment on peut industrialiser les sales. Alors déjà, la première étape, avant de scaler une équipe, il faut déjà se demander finalement de combien de sales j'ai besoin. Okay, donc quel est mon objectif et en combien de temps je veux l'atteindre. Et en fonction de ça, on va mettre des moyens en face pour nous permettre d'y arriver. Donc typiquement, si j'ai, je sais pas, 100 000 ou 1 million de prospects, disons, j'ai 1 million de prospects, la question c'est, ok, un SDR ou un closer, il va pouvoir en contacter combien par jour. Tu peux calculer par jour, par mois, etc. Et donc ma base totale, combien de fois je veux l'adresser dans l'année. Est-ce que je veux appeler chacun des prospects une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois? Et en fonction de ça, en fonction du rythme d'appel de tes sales, tu vas pouvoir adapter la taille de ton équipe pour faire 3 passes, 4 passes dans l'année sur ta base de prospects. Donc ça, c'est la première question à se poser, c'est je veux arriver à combien, une équipe de combien de personnes et en combien de temps? Maintenant, une fois qu'on a Est-ce que tu as même sizé. des chiffres, tiens, avec tous ceux que tu as gérés, c'est quoi un sales qui fait une énorme journée en termes de nombre de calls? Et sinon une moyenne, une moyenne, tu as des datas un petit peu sur ça? C'est un peu les questions que se posent tous les managers en plus, tu sais? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça va dépendre des business, mais quand on est sur de la prospection dans le dur, c'est pas déconnant d'avoir 150, 200 numéros composés par jour. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument monitorer parce que un sales est efficace, il n'y a pas de débat, hein. Les meilleurs sales sont ceux qui travaillent le plus, tout simplement. Voilà. Au J'aime bien niveau. cette phrase-là, mais elle fait du mal à entendre. Tu sais, tout le monde cherche les hacks, les spécificités, mais il y a un moment, il faut se retrousser les manches et faut y aller, quoi. Je te redonne la parole, Charles. Non, non, mais c'est ça, c'est du travail. C'est avant tout du travail et de la formation. Et aussi un peu de talent. C'est vrai que les sales, c'est pas fait pour tout le monde, mais n'importe qui avec une bonne méthodologie peut apprendre à vendre. Et c'est ce qu'on faisait dans ma dernière structure où on avait créé une académie où n'importe qui pouvait venir et grâce à nos process de formation, devenir un closer. Il y a un sujet qui est hyper important, c'est le process de recrutement. Quand on veut embaucher 20 sales, 30 sales par mois, si tu passes par un cabinet, c'est juste ingérable. À la fin, ton équipe, elle t'aura coûté 5 millions d'euros juste pour les recruter. Et on sait derrière que tu recrutes 10 sales, il va peut-être en rester 4 à la fin. Il y en a qui vont partir, il y en a qui ne seront pas assez bons, pas assez sérieux, etc. Donc, la première étape, c'est vraiment industrialiser ce process de recrutement. Et ça, on l'a fait via évidemment des ATS. Donc, tu fais des ads, tu postes partout dans un maximum de job board tes annonces pour avoir un maximum de CV. Ensuite, on avait une équipe, on a recruté une équipe de 5 personnes en Talentac. Donc, leur boulot, c'était toute la journée d'appeler des candidats, de les qualifier pour derrière pouvoir les embaucher. Donc, cet ATS, derrière, on peut aussi en fait, on avait un call de préqualification de 10 minutes. Donc, ce call, il est très court et il va te permettre juste de valider les grands points de ton recrutement. Donc, est-ce que la personne s'exprime bien? Est-ce qu'elle est dans la bonne zone géographique? Est-ce qu'elle est OK avec le poste? Est-ce qu'elle est OK avec la rémunération? Une fois que tu as validé ça, on utilisait un soft qui s'appelle VisioTalent, mais il y en a d'autres, qui permettent de faire des interviews vidéo. Donc là, encore une fois, on gagne énormément de temps en envoyant des interviews vidéo, puisque le candidat va recevoir son interview vidéo et il va répondre à des questions. Et derrière, il suffira d'écouter ça à la chaîne et ça permettra en 10 minutes d'avoir validé des réponses importantes pour nous. Et une fois que ça c'est fait, c'est le premier filtre. On envoie ça généralement au manager. Donc nous, c'était des country managers parce qu'on était dans 6 pays. Et le country manager validait, faisait un call avec le candidat et c'était là qu'il validait le profil ou non.
Et en gros, un KPI, ce qui est hyper important à suivre quand on scale des équipes, c'est ton CAC. En fait, c'est ton coût d'acquisition. Comme le coût d'acquisition d'un client, c'est quel est mon coût d'acquisition d'un contrat signé. Voilà, combien ça me coûte un closer qui rejoint la société. Et on avait réussi à passer de 1500 euros à 300 euros juste en mettant en place des process. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir des process le plus automatisés possible et qui demandent le moins d'humains possible, même sur le recrutement. Maintenant, on ne peut pas échapper, à quelques entretiens quand même. Bah ouais, c'est sûr. Tiens, Charles, il y a des questions dans les commentaires par rapport aux appels, parce que je vais mettre des guillemets. 150-200 appels par jour, oui, c'est énorme. Mais attention, quand Charles nous dit ça, il va nous l'expliquer après. Chez lui, il y avait ils étaient sur des bureaux de 4 avec des team leaders. C'était une ambiance de Ligue des Champions, quoi. Et ça, je pense que c'était vraiment les gros callers. Mais est-ce qu'on peut se donner une moyenne du nombre d'appels, un mec normal, pour qu'il fasse ses objectifs à peu près, tu vois, qui a du talent, qui fait des bons ratios? À combien on pouvait s'en sortir? Alors en fait, c'est pas 150 appels par jour. Évidemment, c'est 150 numéros composés. D'accord. Donc sur ces numéros composés, tu en as peut-être 40% qui vont répondre et sur les 40%, tu en auras peut-être 20% qui auront le temps de t'écouter. Donc finalement, à la fin, je vais les battre rapidement dans la tête et peut-être que je vais dire une bêtise, mais euh, un SDR, s'il a, on va dire, 10 clients avec qui il va pouvoir caler un rendez-vous pour le closer dans la journée, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée, extra. Et dites-vous aussi que Charles était sur des cibles de profession libérale, donc des gens plutôt accessibles au téléphone, hein, Ouais, comme bien sûr. sont, mon avocat, c'était des avocats, donc on est sur de la profession libérale, de la TPE. Je te redonne la main, Charles. Ça marche. Tu as mis des sueurs dans les commentaires avec les 200 appels là, tu sais? Ouais, c'est vraiment des numéros composés, c'est normal. Faut un gros volume d'appels si on va avoir à la fin 10 clients dans la journée. Ouais, c'est sûr. Donc, une fois qu'on a recruté, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est absolument optimiser le ramp-up des sales. Donc, c'est comment je fais en sorte que mon closer soit formé le plus rapidement possible pour réduire encore une fois les coûts. Si tu as un ramp-up de 6 mois, bah, c'est 6 mois de salaire qui vont peser extrêmement lourd dans ton PNL et il faut pouvoir le justifier. Euh, donc, comment on réduit le ramp-up au maximum? Bah, c'est déjà avec des process de pré-onboarding. 2 semaines avant que le closer arrive, on va déjà lui envoyer des documents, on va déjà faire en sorte qu'il puisse s'auto-former, je dirais. Ça, c'est 15 jours avant pour que quand il arrive, il est censé déjà maîtriser son pitch, maîtriser ce que fait la société, maîtriser quels sont les produits. Et d'avoir un process de pré-onboarding, ça peut paraître tout bête, mais ça permet de gagner un temps infini dans la formation. Et Closer, il est aussi ravi de pouvoir être efficace rapidement parce que c'est des métiers qui sont payés avec une partie variable. Donc, tout le monde est content si le Closer se met à vendre vite. Donc voilà, process de pré-onboarding avec pourquoi pas faire rencontrer les équipes, un café avec son team leader, son country manager en amont pour être sûr que le candidat est toujours motivé, c'est important parce qu'on est sur des métiers bizdev où c'est très volatile. Il y a énormément de startups à Paris qui recrutent, qui lèvent des fonds et c'est important de bien voilà, de bien closer ses candidats et d'éviter d'avoir du no-show. Le no-show, c'est aussi un sujet et c'est un sujet coûteux. Donc, au mieux, il faut rester le plus près possible de son closer en lui fournissant de la doc aussi pour qu'il commence à se former, pour que l'onboarding se passe le mieux possible. Ah super. Ensuite, quand on a des gros volumes de formation de sales, déjà, il faut les faire venir par batch, c'est hyper important. Il faut avoir un formateur qui est dédié. Donc, on avait des gens qui full-time formaient des équipes de sales. C'était leur travail. Et il faut avoir des objectifs clairs, des milestones très clairs, parce que quand on onboard 30 personnes par mois, 30 closers, si tu n'as pas de la data, en fait, si tu prends pas tes décisions par rapport à de la data, bah, t'es foutu, quoi. Là, on n'est pas sur j'embauche 3 sales et on va voir si ça se passe bien. Là, tu en as 30 et il faut absolument driver ça par de la data avec des milestones clairs sur chaque semaine. Et ça se définit en amont. Et bah, malheureusement, s'ils sortent
s'ils n'ont pas atteint les milestones, c'est là où tu mets fin à la période d'essai parce que tu sais que là, il y a évidemment des exceptions, mais tu sais que 90% du temps, s'il n'a pas réussi à atteindre ce milestone, c'est qu'il n'arrivera pas à atteindre la perf une fois qu'il aura rejoint les équipes formées. C'est une certitude. Tu sais, si je peux rebondir sur ça, en plus, mettre des milestones, c'est rendre service aux collaborateurs. Comme ça, la décision, elle se prend toute seule, en fait. On sait ce qu'on attend de lui. Et vous savez, un collaborateur qui est pas objectif, il vit mal sa prise de poste. Donc, ça sert à rien de le garder dans la sauce pendant 3 mois de plus, quoi. J'ai envie de te challenger, Charles, sur ces milestones. Tu nous disais au début, tiens, c'est pas comme si on en avait trois et on attend de voir ce qui va se passer. Mais ces milestones, est-ce qu'on les met quand on en a 30 ou est-ce que tu les mettais dès le début, toi, justement, tu vois? Il faut évidemment les mettre dès le début, et ça je l'ai appris avec l'expérience, mais au plus tôt on les met, en fait, c'est ce que tu viens de dire, hein, plus c'est clair dans la tête de ton collaborateur, de ton closer, euh, bah voilà, plus il sait ce qu'on attend de lui et il sait où aller, etc. Donc c'est important de les mettre dès le début, mais c'est encore plus important dans la prise de décision quand tu as des gros volumes. Est-ce que tu peux nous donner peut-être deux, trois, c'est quoi des milestones? Tu peux en peut-être donner deux, trois du détail ou pas? Ça ressemblait à quoi, en fait, chez toi, typiquement? Bien sûr. Bah, si tu veux déjà, nous on avait essayé de réduire en 3 semaines le ramp-up des sales. La première semaine, elle était dédiée vraiment au training, donc qui rencontre les différents services de la société, qui comprennent bah, quels sont tous les rouages, qui rencontrent les équipes. Mais très vite, il faut quand même qu'ils prennent le téléphone, puisque encore une fois, il a eu un pré-onboarding 2 semaines avant, donc il est censé déjà maîtriser a priori son speech. Donc normalement, très vite, il est capable de prendre le téléphone. En revanche, en semaine 2, là, ça y est, il call tous les jours, il est censé maîtriser le pitch, il est censé maîtriser le produit. Et là, on va lui mettre effectivement des targets que tu peux voir ici, des targets de productivité. Donc, c'est est-ce qu'il travaille. Tu vois, tout à l'heure, je disais 150 calls, on était à 100 calls. J'ai peut-être un peu exagéré, mais en tout cas 100 calls, c'est déjà un beau volume. Et vous voyez, ces 100 calls, ça représentait finalement 2 heures au téléphone par jour. Donc, c'est normal quand tu es sur des cycles de vente courts, même si c'était du B2B, notre cible, finalement, c'était des SMB, des petites structures. Donc, ça réagit de la même manière. Et d'avoir 2 heures au téléphone avec ces gens-là, c'était très bien. En tout cas, voilà, des milestones atteintes de productivité. Donc, ça, c'est tout simplement est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il décroche son téléphone. L'efficacité, donc quand il décroche son téléphone, est-ce qu'il est assez directif, est-ce qu'il arrive à obtenir oui, ça m'intéresse ou non, ça m'intéresse pas, ou alors est-ce qu'il se fait balader régulièrement parce que ça aussi, c'est un sujet, beaucoup de sales comprennent pas quand un client il y a des gens, tout simplement, ils savent pas dire non. Ils savent pas dire non. Et en fait, tu as des sales qui se retrouvent avec un pipe commercial qui rappelle tous les jours de gens qui traînent de prospects qui traînent depuis 2 mois. Et ça, c'est pas normal. Et donc, ça met des gros coups au résultat du sales parce qu'il passe son temps finalement à appeler des contacts où c'est non, mais qui ont du mal à dire non. Donc, ils bottent en touche, rappelez-moi dans 2 semaines, etc. Et ensuite, il y avait une analyse du pipeline des clients. Voilà, bah, combien il y a de prospects dans le pipeline et à quel stade ils en sont. Donc tout ça est très chiffré et c'est de la data, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Est-ce que je peux rebondir sur ça, Charles? J'aime bien mettre des petits mots au bizdev à chaque fois et j'adore cette info que tu nous donnes, tu vois? C'est qu'en fait, à un moment, quand on fait un call de prospection, les gens doivent dire oui ou non tout de suite. Ils doivent pouvoir prendre une décision si ça les intéresse de prendre un créneau et ça sert à rien de les rappeler le lendemain à 9h30 et cetera. Vous savez, quand les gens sont pressés au téléphone, les gens qui sont vraiment pressés, ils décrochent pas les téléphones de toute façon. Tu vois, avec Charles, on est en live, le téléphone il sonne, il ne va pas décrocher. Donc, du moment où on vous décroche, en quelques secondes, vous pouvez aller faire votre prise de rendez-vous pour pas vous remplir vos pipes avec des lignes qui seront inefficientes et qui vont vous plomber, quoi. Donc, C'est voilà, je voulais ça. rebondir sur ça, Charles. Merci pour ces chiffres. Non, mais tu as bien raison, c'est simple, hein. Si tu as un taux de transformation target à 10%, eh ben, il faut 9 non pour avoir un oui. Donc va chercher tes non et tu auras ton oui, tout simplement. Ouais, j'adore cette phrase. C'est ça. Euh, Ensuite, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est vraiment la culture. Souvent, on néglige ce point, mais il faut vraiment créer une équipe avec un mindset. Nous, on appelait ça les sharks. Donc, dès qu'il y avait une vente dans Slack, c'était annoncé à toute la boîte avec le nom du sales, le panier moyen
Et toute la boîte était ravie d'entendre ça. On mettait des émots de shark, etc. Mais c'est hyper important de créer une vraie culture. On avait voilà, quelques petites phrases. Tu mets des phrases un peu partout. Winner makes no excuse, etc. Et surtout, il y avait 3 points dans lesquels il faut absolument que le closer ait confiance. Déjà, il faut qu'il ait confiance en lui. Euh, c'est hyper important. Ensuite, il faut qu'il ait confiance dans le produit. Un sales qui vend un produit auquel il ne croit pas, ça ne marche pas. C'est pas possible. Et ensuite, dans l'entreprise, hein, tout simplement. Et s'il y a ces trois confiances qui sont réunies, tu les arrêtes pas, quoi. Et tout le monde va dans la même direction. Et en tout cas, faut pas négliger la mise en place d'une culture, le team building. C'est un aspect très important pour garder tout le monde motivé et performant. Ouais, c'est sûr, Charles. Tiens, j'ai une petite question de Wally, je peux te la montrer à l'écran ou pas? Avec plaisir. En revanche, je partage mon Allez, c'est écran. parti. Je partage mon écran. Donc, Regarde, normalement, je l'ai affiché à l'écran là. Ah bah oui, pardon. Charles, est-ce que tu adaptes ta formation en fonction du profil du sales? Par exemple, la directivité d'un rouge sera pas la même que celle d'un vert. Est-ce qu'il faut trouver un peu sa propre recette finalement aussi dans tout ça, quoi? Est-ce que tu faisais un peu de one-to-one? Comment t'arrivais à manager les individualités finalement dans tout ça? bien sûr. Alors, en fait, c'est la même formation pour tout le monde. En revanche, on va adapter la manière dont on les entraîne en fonction de là où ça pêche. Typiquement, et c'est encore une fois par de la data, on va pouvoir analyser chacun des steps du closing. Donc, OK, il a contacté, il a fait son argumentaire. Derrière, est-ce qu'il est assez directif? Donc, est-ce qu'il va chercher son oui, son non? Ou alors, est-ce qu'il se fait balader? Et si jamais il a un taux de transfo qui est trop faible, hein, c'est qu'on a un problème dans le pitch. Donc, en fait, en analysant la data, on va pouvoir travailler avec chacun des sales sur le point précis dans lequel il pêche. Ouais, super. Bah, extra, Voilà. merci pour ta réponse, Charles. Bah, vas-y, on repart sur ton doc, pardon, je t'ai fait changer d'écran. La prochaine, je te la dis à l'oral, je te la lis. Pas de souci. La rémunération, c'est aussi hyper important pour faire performer des sales. C'est important pour moi d'avoir en tout cas des bonus qui soient déplafonnés. Et il faut qu'ils gagnent bien leur vie, tout simplement. Euh, il faut un fixe et derrière, nous, on donnait un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, s'ils faisaient en dessous de 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois, pour nous, c'était 0% de commission parce que en fait, il avait juste pas bossé. Faire en dessous de 4 000 quand tu es formé avec notre produit, c'était pas cohérent. En revanche, dès qu'il atteint les 4 000 De toute et façon, aussi, un sales chargé coûte 4 000 à la boîte, donc c'est ça, tu vois, un salaire à 28, un petit salaire, ça coûte 4 000, donc en gros, si tu fais moins, c'est pas bon signe, quoi. exactement. Un sales qui te fait perdre de l'argent, bon, à part si tu as des cycles de vente très longs ou si tu as, voilà, un payback, un payback long, mais sur des produits d'abonnement comme on vendait, normalement, il n'y avait pas de sujet. Et donc, tu augmentes le pourcentage de commissionnement de ton sales en fonction de ses pertes. Plus il vend, plus il va gagner un pourcentage important de son chiffre d'affaires. Et c'est rétroactif. Ça, c'est pour que le sales, il aille chercher. Là, il est à 10 ventes. Il sait qu'il lui manque une vente pour passer le palier supérieur et gagner peut-être 800 euros de plus. Je peux vous dire qu'il va rester plus tard pour closer sa vente. Et finalement, tout le monde sera content. Donc voilà, c'est hyper important de bien rémunérer ses sales. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et c'est le seul moyen de les garder. Et puis s'ils vendent, c'est que la société va bien, donc c'est normal que tout le monde, en profite. Cette journée, on va passer. Voilà, en gros, une fois qu'on a passé la période de ramp-up, c'est hyper important d'avoir des équipes qui performent. Et pour qu'ils performent, c'est pareil, c'est de la data. Donc, nous, on bossait sur Salesforce. Salesforce, c'est un développement, c'est endless development, mais en tout cas, c'est quelque chose en termes de reporting data, quand tu scales des équipes, qui est hyper important et assez puissant. Donc, ce qu'il faut monitorer, c'est en permanence la discipline, à quelle heure ils commencent à bosser, combien de temps ils mettent entre chaque lead, entre chaque appel, la productivité, évidemment, voilà, combien de calls ils passent, etc. Et ensuite, on va regarder on va regarder le pipe de chacun des sales avec des meetings hebdomadaires. Ça, je pense que toutes les boîtes font la même chose, hein. Un meeting hebdomadaire, one-to-one avec son manager,
C'est important de bien structurer les équipes. Donc les closers, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on avait pour 5 closers, on avait aussi un team leader. Le team leader, c'est un closer qui continue de vendre. En revanche, son rôle, bah, ça va être certain que ces 4 points-là soient respectés et appliqués. Et aussi de la formation continue. C'est euh, c'est euh, c'est assez normal chez les sales qu'au bout de 2 mois, 3 mois, bah, on commence à changer un mot dans son argumentaire, puis ça devient une phrase, puis ça devient un paragraphe, et petit à petit, le taux de transfo baisse et on se demande pourquoi. Et donc, c'est important de faire des écoutes régulières pour recadrer le discours, parce que c'est humain, à force de répéter la même chose, on dévie. Et ce qui est pas mal aussi de s'adapter aux clients. Hein, il faut pas un bon closer, c'est pas un robot, donc il faut vraiment s'adapter à chaque cas, c'est une partie d'échec. Mais c'est important d'avoir donc un team leader qui soit là au quotidien pour aider les closers à atteindre leurs objectifs. Et au-dessus, évidemment, un country manager, ou je sais pas comment, ça dépend comment on l'appelle, si on est en tout cas franco-français, mais quelqu'un qui puisse diriger tous les team leaders. Et si tu as plus de 10 team leaders, tu rajoutes encore une couche, parce qu'au-dessus de 10 personnes en management direct, c'est trop compliqué. Donc voilà, hyper J'aimerais bien important. rebondir sur ça aussi, Charles. Je peux rebondir sur ça? Bien sûr, je t'en prie, sur ce que tu veux. Je En fait, moi, je suis on a un peu les mêmes méthodes de travail, donc je me reconnais vraiment dans ce que tu dis et en fait, il y a un moment où l'argumentaire, il dévie et je vais vous dire un truc, ce truc-là, c'est normal. Moi, quand j'étais sales, surtout quand tu commences à être bon, en fait, tellement la tête dans le guidon que l'argumentaire, il dévie et en fait, c'est pas grave, ça arrivera et ça se verra justement dans les chiffres qu'à un moment, on n'est plus dedans, quoi et c'est là où on voit les meilleurs sales, c'est qu'ils sont capables de se remettre en question, de comprendre là où ils ont fait leurs erreurs et aussi, surtout, d'écouter les feedbacks du team leader pour se remettre dedans. C'est là où on voit vraiment ceux qui sont très bons de ceux qui sont simplement bons, quoi. Être capable de se remettre en question, accepter les feedbacks des team leaders et finalement regarder ces chiffres pour se dire bon, ok, j'ai merdé. Et plus vite on s'en rend compte, plus vite on peut reprendre la barre, quoi. Donc merci pour ça. J'aurais pas dit mieux. Voilà, bon, voilà un exemple de dashboard. Hein, ça, c'était une journée chez nous. Et ça, ces informations-là, on les affichait dans toute la boîte. Donc, on avait des écrans et le chiffre d'affaires était évidemment visible de tous. C'est important de fêter les victoires. Donc, on avait une forte culture de fête chez Winning, mais c'est ce qui poussait aussi les équipes. Tout le monde travaillait très fort, très dur, et c'est important de récompenser ça. En revanche, quand on avait des mois compliqués, là, c'était bah, pas d'after work tant qu'on n'a pas réalisé les objectifs. Et enfin, voilà, sur l'académie, on avait créé beaucoup de supports. On avait créé des sites dédiés pour nous qu'on pouvait partager, notamment pour les phases de pré-onboarding ou de formation continue, ou de nouveautés sur la partie sales, sur lesquelles on publiait et auxquelles toute la boîte avait accès. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ou des remarques? Ouais, grave, Charles. Bah vas-y, il y a des questions qui étaient pertinentes. Je t'ai pas coupé pour. Tu peux départager, tiens, le screen, je vais les afficher à l'écran et je vais les Yes. reprendre depuis le début. Déjà, merci pour cette présentation. C'était hyper complet. C'était dense. Tu as relevé le challenge des 30 minutes, hein, qui est pas évident. Et j'avais une question, c'était par rapport à tes process de recrutement. Dans tes process de recrutement, est-ce que tu avais un cas d'usage, une spécificité pour choisir tes bonhommes, surtout avec le rendement de call que tu faisais là? Euh, Franchement, non. Franchement, non, parce qu'on avait des volumes tellement importants. Évidemment, on avait des préférences. Hein. Quelqu'un qui était BizDev en startup, c'était pour nous du triple A, quoi. En revanche, quand tu as des volumes très importants et des bons process de formation, tu dois être capable. Évidemment, il faut que la personne soit un peu smart et s'exprime bien, mais tu dois être capable de former n'importe qui. Donc, quand tu atteins de tel volume, ça devient compliqué d'aller targeter que du top BizDev startupper, quoi. Et ouais. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est quand il faut des gros volumes, en fait, tu cherches des individualités et finalement ta méthode d'onboarding et de ramp-up, c'est un peu un koh quoi, tu vois? Et c'est que les gens, ils s'épanouissent dedans, ils performent et puis, et d'ailleurs, tiens, c'était quoi les on parlait de turnover ou c'est même pas du turnover vu que c'est de la période d'essai et dans ton ramp up, mais combien tu en avais en début et combien tu en avais, à la fin là, à la fin de ton ramp up,
finalement, que tu te décidais, bah tiens, je vais investir sur eux et puis on va les garder pour les faire performer? C'était 40%. C'était Eh ouais. 40%, donc tu vois, ouais, il faut un volume important. En fait, tu vois, c'est 4 sur 10. Dans les autres, on a qui vont partir d'eux-mêmes parce que le produit leur plaît pas, parce que finalement ils veulent faire autre chose, parce qu'ils ont d'autres offres, etc., etc. Et tu as ceux qui vont tout simplement pas passer la période d'essai. Donc, euh, donc tu vois, on en embauchait 30 par mois. Là-dessus, il en restait 40%, sachant que quand tu as une équipe de 150 personnes avec du turnover, tu as déjà une partie de tes recrutements qui sert simplement à remplacer ton équipe. Plus ton équipe est grosse, plus tu dois avoir un volume de recrutement important pour garder de la croissance. C'est pareil quand tu as un business model d'abonnement avec ton churn. Tu vois. Puis, plus ton Ouais. parc est gros, plus ton churn correspond à un volume important et donc plus ton acquisition doit être importante. Et c'est pour ça que ça devient très important de travailler le churn quand tu as un modèle de SaaS. De la même manière, ça devient très important de travailler le turnover quand tu scales des équipes. Mais merci pour ça, Charles, de vérité, tu vois, parce que c'est vrai que sur LinkedIn, en front, on voit toujours les chiffres du bonheur. Mais en fait, la réalité, c'est que tout le monde peut tenter sa chance dans le bizdev et qu'en fait, c'est dur et que tout le monde peut passer des coups de fil, mais il n'y a pas tout le monde qui y arrivera finalement, quoi, tu vois. Bah ouais. Est-ce que tu veux nous parler un peu des. Attends, je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce que tu veux nous parler un peu d'Everson, ton actualité alors flamboyante là Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Écoute, on a réalisé une première levée de fonds qui nous a permis d'amorcer la pompe. Comme je t'ai dit, avec une traction assez incroyable. Donc, on est ravis. Et puis là, donc ce premier tour, c'était surtout pour nous constituer un board de qualité. Donc, on a fait rentrer des stars de la tech. Et là, aujourd'hui, on fait un bridge qui est ouvert à tout le monde d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas si vous voulez investir dans le solaire, qui est forcément un bon investissement aujourd'hui. Et on fait un bridge de 500 000 euros pour derrière enchaîner avec un roadshow de 6 millions d'euros qui va nous permettre de vraiment accélérer sur la partie tech et sur les sales, évidemment. Donc là, on lance ce tour qui a été lancé hier avec ce qu'on appelle un SPV. Donc c'est une société dans laquelle vous investissez qui investira dans Everson. Et ça nous permet de rentrer des investisseurs à partir de 1000 euros. Euh, donc c'est ouvert à tout le monde. Et si tu veux, Maxime, on mettra le lien du SPV, donc Roundtable. Et là, vous aurez une présentation complète d'Everson. Et si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à booker un call avec moi. Mais oui, j'ai un petit sourire parce qu'en fait, les premiers tours de table, personne n'y a jamais accès. Ça se fait toujours en privé. Donc en fait, tu as toujours le même petit groupe de BA qui ont l'occasion de mettre des tickets et après qui appellent leurs copains pour mettre des tickets, mais personne n'a le droit de mettre au début quand c'est le plus intéressant, j'allais dire le plus risqué aussi, mais le plus intéressant. Tu as tiré les traits ou pas de commerciaux tu penses que tu vas finir l'année à combien du coup? Tu es à combien? Tu penses que tu vas finir à combien là si tout se passe normalement? Écoute, là, on est tout petit encore. On vient de lancer la commercialisation, je t'ai dit, il y a 3 mois. On a 3 closers et un SDR. Et là, l'idée, c'est qu'on est quand même un focus tech produit cette année. Donc, je pense qu'on va finir l'année à une dizaine de closers maximum. Et en revanche, 2025, quand la tech sera en place, qu'on aura développé ce qu'on veut et qu'on aura le meilleur produit, là, on pourra commencer à scaler les sales. Bon, bah super. Merci Charles pour ton temps. Il y avait d'autres questions hyper intéressantes de Nadia. J'ai pas répondu à tout. Désolé, ça va vite. Par contre, je vais faire un post LinkedIn cet après-midi. Je vais remettre des points clés. Et puis, bah, merci pour ton temps, Charles, pour BizDev Buddy. Et puis, on se retrouve sur LinkedIn, les BizDev, là. Avec plaisir. Merci beaucoup, Maxime. Allez, Salut. ciao à tous. Ciao.